Donc, Olivia Grégoire avec nous. Bonjour, Olivia Grégoire. Donc, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Mais là, en l'occurrence, on ne va pas parler d'économie sociale et responsable. On va parler d'économie responsable. Voilà, on va parler d'économie responsable. Et donc, de cette plateforme là qu'on voit là, vous en êtes très fiers. Vous avez vu l'image, vous avez dit c'est mon bébé. Ouais. Impact.gouv.fr. Alors, racontez-moi la démarche. On peut la mettre plein écran là, voilà, pour qu'on voit bien le truc. Racontez-moi la démarche et qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche et à qui ça s'adresse. Pourquoi j'en suis fier? Pas de façon personnelle, j'en suis fier parce que ça fait 10 mois que Bercy travaille sur cette plateforme. En un mot, j'étais venu vous en parler, et vous le savez. C'est inscrit dans l'agenda européen. Ça se passe aussi dans le monde entier, en Asie comme en Amérique. Aujourd'hui, l'ensemble du monde de la finance travaille sur ce qu'on appelle la norme ESG, environnementale, sociale, gouvernance, toujours important de le rappeler. Tout à fait. Plutôt que d'attendre, je dirais un peu bêtement, la régulation, plutôt que de laisser les entreprises appréhender ce qui va être une nouvelle obligation à compter en Europe de 2024, pour beaucoup d'entreprises, 50 000 entreprises européennes, toutes celles qui ont plus de 250 salariés. Aujourd'hui, les obligations ESG concernent les très grandes, plus de 500 salariés. On va passer de 6 000 à 50 000 entreprises européennes concernées. J'ai eu une réflexion un peu d'entrepreneur que j'étais par le passé, j'ai pas oublié. Je me suis dit, plutôt que d'attendre bêtement la régulation, et si l'État créait les conditions, ce que je crois être le rôle de l'État, pour faire en sorte que les entreprises françaises puissent appréhender, s'entraîner, s'échauffer à ce qui va être une obligation comptable dès 2024. C'est comme ça qu'est née la plateforme Impact.gouv, qui a vraiment deux objectifs. C'est un centre d'entraînement qui, comme tous les centres d'entraînement, est ouvert à tous et purement volontaire. Personne ne vous y oblige, c'est une démarche volontaire. C'est ouvert aussi bien aux TPE, la plus petite qui est en ligne mutine à 4 salariés, et la plus grande, c'est important, LVMH, et la plus grosse capitalisation boursière. Donc c'est vraiment LVMH a déposé sa contribution. Là, on le voit à 70. Alors c'est quand j'ai pris la capture d'écran. Ça devait être vendredi. Ça vient d'être lancé, ça a été lancé 70, jeudi dernier. C'est déjà donc pas mal. Tout 70 nouveau. contributions. Ça n'est qu'un début, ça a été lancé donc jeudi, et merci de me recevoir pour en parler. Deux objectifs à ce centre d'entraînement de l'ESG pour les entreprises françaises. Un, améliorer vos savoir-faire. C'est une obligation qui va arriver, il faut des ressources, il faut comprendre comment on fait ces mesures d'impact, quels indicateurs on va mettre en place dans son entreprise, comment font nos concurrents, nos voisins, les partenaires de notre filière, échanger entre entreprises, partager des savoir-faire. Deuxièmement, avoir un lieu pour faire savoir ce que vous faites déjà. Je suis frappé d'une chose, et je vous l'ai dit au démarrage, c'est que ces obligations de performance extra-financière, aujourd'hui, ne concernent que les très grandes entreprises. Ouais. Toutes les semaines, comme tous les ministres, je fais des déplacements, et j'ai une appétence particulière pour les TPME et les ETI. Et à chaque déplacement, je rencontre des PME dont le dirigeant me dit « Mais moi, par exemple, j'ai 100% d'actionnariat salarié. » Ou moi, j'ai complètement révolutionné mes achats. J'ai que de l'achat durable et inclusif. Je fais travailler des entreprises adaptées. J'ai modifié tout ça. Et vous savez, Madame la Ministre, ça m'a coûté cher de faire tout ça et de mettre en place cette chaîne d'achat durable ou de modifier ma chaîne de production. Et en fait, moi, je n'ai pas de lieu, pas d'endroit pour faire savoir, PME, ETI, ce que je fais déjà. C'est l'objectif de cette plateforme où les entreprises sont invitées, je le redis, cordialement invitées, aucune obligation, que des possibilités, pour donner à voir aux consommateurs, mais aussi aux ONG, aux médias, leurs données brutes, open data, de performance extra-financière autour de 47 indicateurs. Pour l'instant, on ne peut pas les voir. Hein. Pour l'instant, non, parce que moi... Moi, j'ai essayé de cliquer sur les 70, mais... Pour l'instant, c'est l'ouverture de la démarche. Et donc, déjà, vous êtes invité à signer un manifeste. Le manifeste, c'est une sorte de charte qui explique ce qu'il y a dans la plateforme et qui engage les entreprises dans la publication de leurs données. Une chose importante auquel vous serez sensible, je pense, c'est qu'il n'y a pas de gendarme à l'entrée de cette plateforme. C'est ça. C'est la confiance. C'est le pari de la confiance et le pari de la responsabilité des entreprises dans la publication de leurs données. Et vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas là pour même vérifier. Ni même pour scorer. C'est pas à moi, en tant qu'État, de noter. On n'est pas une agence de notation, l'État. Vous dites, on n'est pas une agence de notation, on fera que relever des incohérences. Quand même, vous dites ça, quand même. Oui, je dis ça parce que c'est le fameux sujet. Je connais bien l'open data pour avoir co-construit celui du gouvernement il y a 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Etalab. En open data, vous avez parfois des problèmes de format. Vous avez envoyé, par exemple, des kilos au lieu des millimètres ou des mètres ou des euros. Et ça, c'est des erreurs de format, ce qu'on appelle des données aberrantes. Et donc, celles-ci, on va les relever, on va dire aux entreprises, vous vous êtes trompé d'unité. D'accord. Après, et vous le voyez tous les jours sur Bismart, aujourd'hui, la pression des consommateurs, la pression des médias, des ONG, cette transparence fait que les entreprises ont de moins en moins intérêt à tricher parce qu'elles se font prendre le doigt dans le pot de confiture, sinon. Et donc, l'idée, c'est, et de toute façon, c'est mon parti pris et c'est mon fondement idéologique, donc je ne changerai pas là-dessus.
Moi, c'est un pari de la confiance à l'endroit des entreprises. Il y a 47 indicateurs. Certaines entreprises ne savent pas les remplir. On va voir, c'est intéressant. On va voir la feuille d'après. Alors, il ne faut pas que vous regardiez l'écran, Olivia, parce que sinon, vous n'êtes plus dans le micro. Voilà. Pas de problème. Et donc, on voit. Alors, je la connais. Donc, en plus, vous la connaissez par cœur. J'ai pris la page Scope 1, Scope 2, Scope 3. Parce qu'on parle à des entreprises de plus de 250 salariés. Très franchement. Il y en a peu qui sont en Scope 3. Non, mais alors. Définissez le scope 3. C'est pas à vous que je pose la question, hein, mais pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le scope 3, c'est quelque chose d'assez complexe quand même. Mais c'est complexe, mais il faut dire les choses, c'est complexe. Oui, je crois que je peux le raconter, parce que c'est là que j'ai pris la mesure, même pour moi, hein, de la complexité. Je discutais avec la directrice du développement durable de BIC. Ouais. Elle me dit, mais vous savez, dans mon scope 3, il y a la température de l'eau avec laquelle vous vous rasez, monsieur Soumier. Ouais. Voilà. Ouais, si je me rase avec de l'eau très chaude, eh ben, c'est un petit peu d'impact environnemental en plus pour BIC si je me rase évidemment avec un rasoir BIC. Voilà. Et d'ailleurs, les fournisseurs et les constructeurs de machines à laver, certains en font même une publicité en ce moment même, travaillent sur le refroidissement de la température de lavage parce que nous l'avons trop chaud et c'est au cœur des bilans carbone de nos sociétés civiles. Donc le scope 3, ça va très très loin. Tout ça pour dire que ça peut aller très très loin. Ça peut aller très loin et pour aller dans la droite ligne de ce que vous disait la directrice de BIC, chez L'Oréal, je peux le dire, ne serait-ce que sur le scope 3, c'est 5 personnes à temps plein, 5 salariés qui travaillent toute l'année pour consolider les données de Scope 3. C'est pour ça que quand je suis au Parlement et que je suis au banc sur le texte climat et résilience, j'essaye d'expliquer ça. Demander un Scope 3 à une PME, c'est absurde. Ouais. Une PME, elle a vocation à remplir ce qu'elle peut remplir et ce qu'on appelle un bilan de gaz à effet de serre, un BGES, de Scope 1, c'est-à-dire de premier niveau, qui permet de voir ses impacts directs, comment elle traite ses déchets. Est-ce qu'il y a un plan de mobilité dans l'entreprise? Est-ce que vous avez des voitures électriques? C'est ces sujets-là qui vont être questionnés. Le scope 2, il est un peu plus engageant, il est plus orienté sur les industriels et sur les ETI. Le scope 3 est une obligation des grandes entreprises. Le scope 2, c'est intéressant, mais il faut, parce que je pense que c'est au cœur de votre démarche, Olivia. Le scope 2, c'est l'écosystème finalement. Exactement. Voilà. Ce sont vos fournisseurs, vos clients. On élargit à la chaîne de valeur et à la chaîne de fournisseurs, en lien d'ailleurs, et c'est important de le dire, parce que les dirigeants le savent, et ça va être en cours à l'Europe aussi, pendant la présidence française de l'Union européenne, sujet sur lequel je travaille aussi. C'est aussi le sujet du devoir de vigilance. Dans les pratiques sociales de vos fournisseurs de rang 5 ou 6, il y a un sujet, comment travaillent-ils? C'est aussi au cœur de cette plateforme. On parle beaucoup, il y a même des applications, on parle beaucoup de la durabilité des produits. Vous avez même des applications qu'on connaît bien qui screenent au supermarché la traçabilité, la provenance des produits. Mais souvent, je me disais en rentrant depuis 10 mois que je suis à Bercy, si le produit que j'achète, il est traçable et en termes de production, c'est des produits par exemple bio, des cultures bio, c'est bien. Mais si en rang 12, la pratique corporate de l'entreprise n'est pas responsable, est-ce que le produit est responsable? À mon sens, non. Et en fait, c'est pas tellement moi, secrétaire d'État à Bercy, qui décrète ça dans mon coin. C'est l'Europe, je vous l'ai dit, les États-Unis et l'Asie qui sont en train de s'aligner. Pourquoi? Parce que la requête et le questionnement des consommateurs est aujourd'hui en train d'atteindre légitimement la pratique des entreprises. Donc cette plateforme, c'est l'objectif. C'est plutôt que de voir ça comme une montagne, comme l'Everest, apprenons à monter ensemble, frottons-nous, échangeons. Et donc, mais vous savez, c'est au cœur aussi du raisonnement. Est-ce qu'on en avait déjà discuté ensemble? Je ne sais plus, mais vous mettez. Alors là, j'ai mis le carbone parce que pour moi c'est le sujet. Mais pour vous, voilà, pour vous, on peut pas séparer les trois. Non. Parce que alors, et vous verrez, alors vous savez faire d'ailleurs. Hein, il y a une petite vidéo très bien faite au début où vous expliquez un peu votre démarche. Clair, ouais. Bah ouais, puis quand même, globalement, c'est quand même un petit peu un métier. Et vous dites, il y a une urgence absolue. Vous dites très justement, la question est plus de se demander pourquoi et quand. C'est maintenant. C'est tout de suite une urgence. Sur le carbone, il y a une urgence absolue. Alors, oui, mais Stéphane Soumier, avant d'être ministre... C'est de la morale, je vais le dire comme ça. Non, alors j'entends. Et je ne peux pas vous laisser dire ça, moi qui suis au cœur de ces sujets. Ouais. Quand on a été en première ligne au Parlement, ce qui était mon cas, quand Édouard Philippe est monté à la tribune à l'hiver 2019, et qu'on a arrêté la taxe carbone, et qu'on l'a suspendue, on l'a arrêtée parce qu'elle n'était pas acceptée socialement. Et je partage ce point de vue avec beaucoup de ministres du gouvernement, et je le dis souvent à Barbara Pompili. Cette transition écologique, elle est indispensable, mais ça ne peut pas être une transition à 2 vitesses pour, et je vais le dire, pour les riches, mais pas pour les plus fragiles. À chaque déplacement, je rencontre des personnes à petits revenus, parfois au minimum vieillesse. J'en ai dans mon entourage. Bien sûr, elles ont envie de changer leur vieille diesel et prendre une voiture électrique. Bien sûr, elles ont marre de leur chaudière à fioul qui pollue et elles ont envie de changer leur mode de chauffage. Mais il ne suffit pas de vouloir, encore faut-il pouvoir. Et donc je crois qu'il est très important de corréler à minima l'environnemental et le social. Oui, à la transition écologique, c'est un impératif, mais encore faut-il qu'elle soit socialement
équilibré et acceptable. C'est la même chose que sur la traçabilité des produits. Votre chocolat, par exemple, il est bio, équitable, super. Mais si dans les cacaos très d'Afrique que vous faites bosser... S'il est équitable, normalement... Non, il peut être fait auprès de partenaires qui sont responsables et qui ne sont pas forcément en France. Ça existe, et j'ai des marques en tête. Mais comment travaillent ces gens? Comment sont-ils rémunérés socialement? Ces sujets sociaux, qui sont plus liés à la rémunération du travail, au partage de la valeur, sont partie prenante aussi de cette révolution. D'autant qu'il y a, Fabrice Bonifay, par exemple, qui parle régulièrement avec nous, qui vient sur ce plateau, dit il y a un problème de label en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non, mais ça répond aussi... Vous voulez, d'une certaine manière, essayer d'objectiver le débat. C'est à chaque fois le terme qu'on emploie. Moi, je connais bien le sujet des labels. Je l'ai traité pendant Pacte. Déjà, avant de parler de labels, il faut ranger la maison. Au moment où je vous parle, il y a des centaines et des centaines de labels, dont certains sont purement déclaratifs. Je m'auto-déclare le label X, mais qu'est-ce que tu engages? Et d'autres qui sont très engageants. Donc, Coralie Dubos, la députée qui était rapporteure à mes côtés de la loi Pacte, travaille en ce moment avec différents acteurs pour ranger un peu la maison des labels. Mais cette révolution qu'on vit, Stéphane Soumier, et qui, vous l'avez dit en intro, va continuer. C'est une révolution qui est en train de révolutionner les investisseurs, la finance dans le monde entier. C'est pas une question de label, on n'est plus sur un sujet de label, on est sur un sujet de modification des modèles économiques. Et c'est ça le grand sujet. C'est pas un label que vous allez mettre sur la porte de votre vitrine qui va changer le monde. C'est votre pratique à l'intérieur de la boutique. Et c'est ça qu'on essaye de faire bouger avec cette plateforme. On en est où sur... Alors, juste un mot encore. Et puis justement, ça nous amènera à ce qui se passe en ce moment, les négociations actuelles. Mais à un moment, vous dites, proposez vous-même vos propres indicateurs, ce qui vous semble le plus pertinent. Oui, alors... Ça, c'est aussi toujours pour préparer, toujours vous dire quand même en élément de calendrier, la directive sur la performance extra-financière qui s'appelle CSRD a été publiée le 21 avril dernier à l'Europe. Donc le coup est parti. Le Parlement travaille. Bonne nouvelle, c'est un Français. Pascal. Je ne comprends pas. La directive est publiée. Le projet de directive est publié. Le projet. 21 avril. Donc le Parlement est en train de travailler. Bonne nouvelle, c'est un Français, Pascal Durand, qu'on connaît, qui est un membre éminent du Parlement européen et du groupe Renew, qui va être le rapporteur de ce texte. La France est à la pointe. Et pendant la présidence française de l'Union européenne, le président de la République a bien l'intention de tout faire pour qu'on arrive à un accord sur ce texte. Derrière, vous avez ce qu'on appelle les actes délégués qui sont... Donc l'échéance, c'est quoi? C'est 2024. 2024. Les décrets d'application, en gros, de la directive européenne seront travaillés et transposés courant 2023 pour exécution en 24. Et c'est là qu'on saura, par exemple, c'est quand même l'une des grandes questions, nucléaire, pas nucléaire. Alors ça, c'est la taxonomie. C'est le sujet qui est corrélé, mais qui est un peu avant. Et c'est en partie là qu'on saura résoudre la question nucléaire, en espérant, et vous le savez, comme le souhaite Bruno Le Maire, que la taxonomie intègre l'activité nucléaire. Pour ce qui est de cette norme et de la régulation, ce qui est important de mesurer, c'est qu'il y aura 3 niveaux d'indicateurs, possiblement. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir comparer des entreprises entre elles, des secteurs entre eux. Donc il y aura à la fois des indicateurs génériques, une batterie d'indicateurs qui seront les mêmes pour tout le monde. Typiquement, le bilan de gaz à effet de serre, que vous soyez une industrie de service ou une TPE industrielle, ça vous sera demandé. Pour ce qui est, en revanche, du second niveau d'indicateurs, vous aurez des indicateurs sectoriels. Ce n'est pas les mêmes sujets, parfois, entre la tech, le service, ou l'industrie, ou l'agroalimentaire. Donc il y a des travaux sectoriels qui vont être engagés. Et possiblement, la France pousse. On aimerait aussi laisser la liberté aux entreprises de pouvoir proposer 1 ou 2 indicateurs qui portent, qui reflètent, qui incarnent leurs pratiques en matière d'extra-financier. Donc j'essaye de faire dans cette plateforme un échauffement. Et en fait, c'est ça que je veux dire fortement à celles et ceux qui vous écoutent et qui sont souvent des dirigeants d'entreprise. C'est pas un exercice inutile, c'est pas un exercice redondant. Ce que je vous propose là sur 47 indicateurs, ce sont 47 indicateurs dont, et j'aurai plaisir dans quelques années à revenir vous en parler, on peut être quasiment certain qu'ils seront dans les actes délégués. Qu'est-ce qu'on perd à s'entraîner ensemble? C'est le moment de se dire, bah ça je sais pas faire, j'apprends pour être prêt le jour J. C'est le moment de se tromper. Et c'est pas grave si des entreprises font des erreurs. L'idée c'est d'être prêt quand dans 3 ans, tout ça va devenir une obligation et que les entreprises ne se débattent pas, comme trop souvent l'État par le passé les a laissés se débattre dans des nouvelles régulations, mais les accompagne et surtout leur donne des outils pour se battre. C'est ce que j'essaye de faire. Après, ce contre quoi vous allez devoir lutter, c'est... alors, vous le dites bien, vous le martelez, nous ne sommes pas une agence de notation. Simplement...
Bon ben voilà, ce sera une sorte de document opposable. Faut être sûr de ce qu'on déclare quand on va aller le mettre sur votre plateforme. C'est mieux. On est quand même dans un tissu entrepreneurial qui respecte l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. On est aussi dans un écosystème entrepreneurial qui a compris, parfois à ses dépens ces dernières années, que plutôt que de raconter des âneries, il valait mieux se taire. Et quand on parle, il valait mieux être sûr de ce qu'on avance sur ces sujets-là. Cette plateforme, en un mot, c'est un remède à deux choses. Un remède au greenwashing, parce qu'on leur demande des données brutes. Donc là, ce n'est pas des déclarations de bonnes intentions. Ceux qui font des claquettes n'auront pas beaucoup de données. C'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi un outil utile contre le green bashing. Moi, je veux aussi parler de ça. On suspecte beaucoup d'entreprises de ne rien faire, et notamment les PME, les ETI. Et il y en a beaucoup qui font. Donc cette plateforme, c'est le lieu pour l'exprimer. Vous disiez au début. Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas de lieu. Ok, vous vous baladez dans toute la France chaque semaine. Comme tout le monde, mais comme tous ceux du gouvernement, et c'est bien normal. Je me demande si vous... Alors c'est normal, c'est volontariste, mais je ne sais pas si la conversion est à ce point unanime chez l'ensemble des chefs d'entreprise français. Pas tellement... c'est pas qu'ils soient ni pour ni contre, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Je sais. C'est que c'est pas leur sujet, ouais, en fait. Mais en 2024, il faudra trouver le temps. Ouais, voilà, parce que sinon, il y aura des problèmes de financement. Et je vous le dis comme je m'appelle Olivia Grégoire. Parce que la seule différence entre avant et après, et moi j'ai été directrice de la com et de la RSE dans des grands groupes, donc j'ai bien vu. Mais c'est pas les grands groupes le sujet, Olivia, non, évidemment. La RSE était à l'étage de la com, Stéphane Soumier. La RSE, elle a pris l'ascenseur, demandez à Fabrice Bonifay. La RSE, elle est à côté des directions financières et des COMEX aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc, c'est plus un supplément d'âme. Et vous avez des investisseurs, vous avez des acteurs financiers souvent sur ce plateau. Questionnez-les. Dans leurs choix, dans leurs arbitrages d'investissement, ils sont partie prenante désormais. Ils doivent lever le capot. S'ils investissent dans des actifs qui sont irresponsables au plan environnemental ou social, c'est leur propre performance qui vont dégrader. Donc on va arriver à un moment, vous allez avoir des étonnements, des entreprises qui vont avoir du mal à se financer alors qu'elles ont de bons résultats économiques, mais parce qu'elles n'auront pas considéré ces sujets. Encore une fois, c'est pas ma petite lubie et moi qui décrète, c'est que ça arrive. Autant donner les outils aux entreprises françaises. Et vous savez, il y a un chercheur qui est passionnant, qui dirige le Centre français de la gouvernance, qui s'appelle Pierre-Yves Gomez, économiste. Il dit quelque chose de très juste. La valeur ajoutée des entreprises aujourd'hui, c'est un personnage neutre qui travaille depuis 30 ans dans des instituts de recherche, elle ne se cantonne plus à la seule valeur financière. C'est vrai. Et beaucoup d'investisseurs le voient. Et dans les années qui viennent, on va assister, et c'est ce qui me motive, à une révolution, c'est que la durabilité de l'entreprise au plan environnemental ou social sera partie prenante de son attractivité, de sa rentabilité. C'est le sens de ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Vous savez, je serais inquiète si on était les seuls en France à le faire. Je serais inquiète si l'Europe était la seule sur la balle. Questionnez les États-Unis, questionnez aucun doute là-dessus. Le seul sujet, c'est ne soyons pas en retard. Oui, non, mais aucun doute là-dessus et aucun doute sur le fait que il va falloir faire preuve d'une totale transparence, que vous avez plus le droit à l'erreur. Y compris les responsables politiques, Olivia. Si j'étais, voilà, si j'étais un tout petit peu provocateur, j'irais. C'est bien connu. Non, mais c'est pour ça. Non, mais allez lire. Enfin, vous l'avez lu vous, c'est très intéressant. Bruno Le Maire s'est félicité de ce que pendant je ne sais pas combien de temps, on ait éclairé la Tour Eiffel avec de l'hydrogène. Voilà. Mais Bruno, il aime l'hydrogène. Et Jean-Marc Jancovici, le fameux Jean-Marc Jancovici, qui est quand même l'un des papes du secteur, a fait tout un billet, mais passionnant, qui explique les choses, qui explique pourquoi c'est une aberration en fait d'avoir fait ça. Certainement pas vous mettre en porte-à-faux. J'ai un autre truc après pour vous mettre en porte-à-faux plus sérieux. Oui. Mais c'est ça qui va être très intéressant, si vous voulez. C'est que chacun va progresser dans sa réflexion et qu'à un moment, plus personne, effectivement, ne pourra Mais on est au début d'une révolution qu'on tâtonne un peu, qu'il y ait des avis divergents et qu'on se frotte, c'est plutôt sain. On ne décrète pas une révolution en un an. On est au début d'une révolution encore. On est au début de la révolution de l'impact. J'intervenais dans des colloques la semaine dernière aux côtés de Sir Ronald Cohen, dont je recommande à tous de lire le bouquin, qui a inventé l'investissement social, qui est une grande personnalité anglaise et qui enseigne dans le monde entier. Vous savez, je ne crois pas au hasard. J'adore Paul Éluard, qui disait « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Sir Harold Cohen fait le parallèle entre la révolution digitale d'il y a 20 ans et cette révolution de l'impact. Ça n'est pas un hasard, Stéphane Soumier, que l'excellente Marie Eklund, suivie de néanmoins excellent Olivier Mathiot, qui ont été des grandes personnalités du digital et des grands VC français, et comme par hasard, et je ne crois pas au hasard, monté le premier fonds de pérennité 2050, issu de la loi Pacte, premier fonds qui révolutionne l'impact aujourd'hui dans notre pays. Je ne crois pas au hasard. On est au début d'une révolution. Je pense que mon rôle en tant que secrétaire d'État, c'est d'essayer d'éclairer
celles et ceux qui vont devoir la mener plutôt que de les faire subir cette révolution. C'est toute l'ambition de cette plateforme qui n'est qu'en V1. Il n'y a pas de doute. Oui, c'est très rudimentaire. Et en Oui. fait, j'ai trouvé ça très bien. Oui. Voilà, c'est très rudimentaire, c'est très Simple. c'est simple, Ouais. c'est voilà, administratif. Et dès le mois de basique. juin, ce qui me donnera l'occasion, parce que moi je cherche Mais des... il faudrait qu'on puisse les ouvrir, les contributions, aller voir. Voilà. Fin juin. Bon, d'accord. Il faut que je trouve des raisons pour venir vous voir. Fin juin, elles seront libérées. Mais j'aime beaucoup l'image. On l'a déjà utilisée et j'aime beaucoup l'image avec la transition digitale parce que derrière, ça implique. On parle des chefs d'entreprise, mais en fait, et vous le savez, dans les entreprises. De la même manière que le digital a quitté la DSI finalement pour se répandre partout, tous les métiers aujourd'hui, c'est votre affaire à vous finalement aujourd'hui, cette affaire de carbone. Et Voilà. c'est la même chose. À l'époque du digital, je parlais d'électricité. J'étais dans un groupe de com. Je disais, c'est la même chose que la fée électricité. Vous aviez des responsables électricité en 1905 dans les industries. Ouais. En 1925, ils n'étaient plus là, ils n'existaient plus, parce qu'il y avait l'électricité à tous les étages. Souvenez-vous, il y a 25 ans, on nous disait, et je m'en souviens encore, on le met où l'Internet ? Bon, c'est la même question, l'impact. On le met où l'impact ? Ça va être la même chose, ça prendra un peu de temps, mais on n'est pas à l'abri que les Français aient de beaux succès, et les Français en tout cas ne sont pas en retard. J'essaye juste de préserver cette avance. Je rappelle que le premier acteur de l'impact en Europe, c'est Amundi, c'est un Français, et ce sont les plus gros investisseurs en matière d'impact. Gardons cette avance. Bah tiens, justement, parlons-en d'Amundi. Ah oui, là, Oui. Non, alors, ça n'a rien à voir, mais quand même, si ça a à voir. Parce que il se trouve que lors d'une interview sur une vénérable chaîne de radio et de télévision économique, que je respecte énormément, j'ai appris que vous travailliez à des propositions pour, alors, limiter... proposition sur les dividendes face aux actionnaires qui se gavent. Alors, merci de m'interroger, puisque sur cette chaîne que j'apprécie tout autant, parce qu'on y parle d'économie, il ne vous aura pas échappé, si vous avez regardé mon interview, que ce n'était pas l'objet de ma venue et que j'ai eu à peu près 24 secondes pour répondre à un sujet sur les actionnaires. Vous m'autorisez juste à préciser, j'espère avoir plus de 24 secondes aujourd'hui. 7 minutes. C'est un peu short pour s'exprimer 24 secondes sur ces sujets-là. Moi, et donc c'est sympathique, je vous remercie de me permettre de préciser ma pensée, parce qu'elle était incomplète. C'est un débat, quand il est trop serré, qui est piégeux. Allons-y, Olivier. C'est pas ici que je vais apprendre que l'économie de marché, elle a deux caractéristiques, elle rémunère le capital, elle rémunère le travail. Bon. C'est pas à vous non plus que je vais apprendre qu'heureusement qu'on a des actionnaires avec du capital, parce que le cas échéant, si les capitaux sont pas mobilisés par les actionnaires dans notre pays, ils sont mobilisés ailleurs, et on sait qu'en France, on a un sujet de fonds propres des entreprises. Donc, dire à quel point nous avons besoin des actionnaires, et à quel point il est légitime et normal. Donc je reprends ma pensée s'il n'a pas été clairement exprimé, et je pense que c'est le cas, qu'il se rémunère au même titre que le travail est rémunéré. Premier point. Deuxièmement, je suis frappé, je vais vous dire, mais c'est dans tous les sujets, et celui-là notamment, du caractère caricatural des positions sur ce débat. Et donc c'est difficile quand on a 12 secondes de pouvoir exprimer un point de vue plus nuancé. On parle des entreprises qui prennent des dividendes, et je vais y revenir. Personne ne parle dans le champ médiatique de celles qui, 2000-2021, n'en ont pas pris, de celles dont les actionnaires ont pris la résolution de se verser 0 € de dividendes pour pouvoir réinvestir dans l'outil productif. Et là, je ne vous parle pas d'entreprises que personne ne connaît. Je vous parle d'Auchan, je vous parle de Target, je vous parle de Airbus aussi. Tous ces actionnaires-là ont décidé de se verser 0 € de dividendes 2020-2021. Personne, jamais dans aucun média, même économique, n'en parle. Si on parle de ceux qui prennent des sous, il faut qu'on parle aussi de ceux qui n'en prennent pas. Et certains, en difficulté, Airbus par exemple, compte tenu du contexte, ont fait des choix en lien avec leur situation économique. Troisièmement, quand on parle rémunération du capital, je trouve que ça n'est pas honnête de ne pas parler rémunération du travail. Il y a quelques chiffres que je voudrais juste mettre au milieu de la table, pour aussi étayer mon propos. Parce que si les actionnaires se servent, les salariés en France ne sont pas en reste. Et je ne parle pas de rémunération. Savez-vous, Stéphane Soumier, j'ai les chiffres de 2019, parce que c'est les plus consolidés. Quelle est la moyenne dans notre pays de la prime d'intéressement et de participation ? Par salarié par an, la moyenne dans le SBF 120, participation-intéressement, est de 4 200 € par salarié. Ça atteint 10 300 € l'intéressement chez L'Oréal. Je parle volontairement de L'Oréal, qui se sert de beaux dividendes en 2021, mais qui sert... Qui sert à ses actionnaires. Hein. Exactement, mais qui sert en parallèle plus de 10 000 €, faites le calcul, x 12. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Tout ça pour dire deux choses. Il n'est pas question de faire une loi pour réguler les dividendes, parce que c'est ça que vous étiez en train de dire. C'est ça que je vous remercie de me laisser expliciter plus clairement, parce que j'ai été pressé dans ma réponse. Et enfin, se gave, vous l'avez dit, quoi. Oui, mais ça c'est mon passé au Sud-Ouest, et c'est une expression que j'ai en moi, et c'est pas la meilleure.
il est important de faire le parallèle entre la rémunération du capital et du travail. Parlons aussi de la rémunération du travail dans notre pays. À la BNP, c'est 4 mois de salaire par salarié par an. Donc, on a quand même un certain équilibre. Faut-il néanmoins aller plus loin sur le partage de la valeur, Stéphane Soumier? Augmenter encore, faciliter l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié dont on ne parle jamais. Quand on parle des actionnaires, on parle des grands actionnaires. Il y a des actionnaires salariés, et il y en a beaucoup dans notre pays. Bien sûr, et puis il y a l'État aussi, qui est actionnaire et qui se sert beaucoup en dividendes. Qui se sert au même titre que les autres. Mais c'est vrai qu'il y a des gros, mais il y a aussi beaucoup de petits actionnaires. Et donc, que je souhaite, et que ce soit un travail que je mène depuis 4 ans, c'est vrai, améliorer le partage de la valeur. Oui, plus de participation, plus d'intéressement encore et plus d'actionnariat salarié, continuer à augmenter la rémunération du travail en parallèle de l'augmentation de la rémunération du capital. Donc, j'ai un point de vue qui est beaucoup plus équilibré que celui qui a été perçu, mais c'est vrai que je travaille et que Bruno Le Maire m'encourage à travailler à ses côtés sur comment on facilite encore du partage de la valeur. Je l'ai fait avec la loi Pacte, on n'en parle jamais. 1 milliard d'euros, j'ai mis sur la table avec Bruno Le Maire pour supprimer le forfait social et libérer l'intéressement et la participation. Mais ça, il n'y a aucun problème. Mais on croit comprendre dans vos propos que, d'une certaine manière, l'État devrait se donner une forme de droit de regard. Non, il y aurait des dividendes acceptables, des dividendes inacceptables. C'est vrai qu'il y a des dividendes, et on le voit dans les médias, et vous en parlez souvent, qualifiés d'excessifs. C'est quoi un dividende excessif? Mais moi, j'en sais rien. C'est quoi un salaire excessif? Mais qu'ils soient qualifiés d'excessifs par des gens qui comprennent rien à l'économie de marché, c'est pas mon problème. Mais voilà une bonne réponse. Ben oui, mais ça devient mon problème quand un ministre de la République, comme on dit, commence à laisser entendre que oui, effectivement, il faut essayer d'y regarder de plus près. Moi, ce qui m'importe, surtout quand on s'approche d'une période électorale, c'est hautement spéculatif, inflammable, tout ce qu'on veut, ce sujet. Mais je le répète encore une fois. Et en fait, ça m'a rappelé un truc, je veux dire. La prochaine fois qu'on me demande de m'exprimer en 12 secondes sur ce sujet, je ne répondrai pas. Voilà. Parce qu'on ne peut pas l'exprimer en 12 secondes. Oui, mais j'ai eu 3 minutes. Oui, mais votre début de réponse était... Oui, mais... Non, mais je vous assure, parfois on est acculé, il nous reste 12 secondes, j'ai eu 12 secondes, et il y avait 3 petits points à mon expression. Aujourd'hui, je finis mes 3 petits points. On rémunère le capital, c'est bien. Il y a aussi un sujet boursier, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais on a quand même une... Sujet boursier, c'est-à-dire? Si, il nous reste 2-3 minutes. Là, on a une bourse aujourd'hui qui est extrêmement haussière, un CAC qui n'a jamais été aussi élevé. C'est une très bonne nouvelle, à voir si c'est bien corrélé avec l'état réel de l'économie. Mais encore une fois, c'est pas votre sujet. Mais c'est pas votre sujet, Olivia. De regarder la bourse, c'est pas mon sujet. C'est pas votre sujet. Je suis moyennement d'accord. Moi, je m'intéresse aux questions qui se posent dans le débat public. Regardez, ça ne veut pas dire les sujet des investisseurs, c'est le sujet des entreprises, c'est le sujet des marchés financiers. C'est toujours le sujet des politiques derrière. C'est le sujet du régulateur à ce moment-là, mais c'est pas. Mais ça finit toujours par être un sujet politique quand il y a des bulles. Vous le savez. Donc bon. Mais si la question est est-ce que les actionnaires se rémunèrent trop, ma réponse, si j'ai 1 minute pour la terminer, c'est une réponse plus équilibrée. Et encore, je redis, ma réponse ne l'a pas été assez. L'important, c'est pour moi le parallèle de la rémunération du capital et du travail. Voilà. C'est une réponse. On ne peut pas répondre. C'est pas mon sujet. Bercy ne peut pas répondre. Écoutez, c'est un sujet qui appartient aux actionnaires, aux entreprises, aux assemblées générales, et pas à l'État, et pas au gouvernement, et pas aux responsables politiques. À ce moment-là, il ne faut pas nous questionner sur les choses qui ne relèvent pas des politiques. Mais à ce moment-là, il faut répondre. Pardon, c'est pas à vous que je vais apprendre le jeu médiatique. Parce qu'après, si je fais une réponse comme celle-ci, vous savez très bien que c'est la meilleure façon pour qu'on me resserve une question plus incisive sur le même sujet. Donc j'ai un défaut, c'est le courage. Cette histoire de participation, qui quand même date du général de Gaulle. Bien sûr. Voilà, il sera peut-être temps de réformer. Le gaullisme social. Ouais. Voilà. Bon, vous avez essayé de l'étendre dans la loi Pacte. Et j'ai pas continué à faire des propositions. J'ai encore des propositions dans ma sacoche. Aux PME. Aux PME, aux ETI. Ça fonctionne? Est-ce qu'elles arrivent à mettre en place des dispositifs? On a eu un petit truc entre-temps. Oui, vous avez raison, oui. Et puis ça a permis un autre petit truc qui s'appelle la prime Macron, qui a un petit peu biaisé le jeu analytique et qui fait qu'il y a eu beaucoup de primes Macron défiscalisées, désocialisées, et tant mieux. Et forcément, moins de dispositifs plus classiques. Mais je maintiens que ça demeure un sujet. Et vous pensez fondamentalement qu'il vaut mieux une association au capital que des primes de salaire, c'est-à-dire travail, rémunération, salaire? Oui, sur le long terme. Je suis désolé, on est dans un pays où on a eu de grands exemples. Vous parliez du général de Gaulle, nous sommes un grand pays originellement de l'actionnariat salarié. Ça n'est pas normal, on parle à tout va de justice sociale. Moi, je ne sais pas si de la justice sociale. Je trouve pas logique et j'aimerais améliorer ça, qu'en fonction de l'endroit où tu bosses, tu as plus ou moins accès à des dispositifs. Et en fait, il y a autre chose. Avec le risque que, à partir du moment où ça calanche, vous perdez et votre travail et votre patrimoine. Sauf que la participation a ceci d'avantageux que sur les TPE, et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, c'est souvent les dirigeants de PME qui le disent et qui le font accessoirement, notamment par les actions gratuites, beaucoup.
qui est aussi une façon, faut-il le rappeler, d'attirer des talents. C'est un outil pour les entreprises et les PME notamment d'attirer des talents qu'on ne peut pas rémunérer qu'en salaire, les actions gratuites. Qui a baissé le forfait sur les actions gratuites? C'est moi, tout ça est logique et c'est dans la même logique que celle que je défends. Je pense qu'il y a la rémunération du partage de la richesse. La boîte a fait un bon bilan, donc on partage en année +1 ou +2 maximum. En salaire. Il y a un décalage en prime en plus. 2, il y a une belle perf, et vous avez fait, par exemple, Stéphane Soumier, une belle performance sur votre côté commercial. Vous avez obtenu vos objectifs. C'est l'intéressement, c'est le partage de la performance. Mais je n'abandonne pas le partage du patrimoine, qui a des défauts, mais qui a aussi une qualité qu'on oublie souvent, c'est d'intéresser au très long terme le salarié à la vie de l'entreprise. Et on a des choses à faire pour inciter à ce qu'on appelle cette détention longue dans l'entreprise. Et on a quand même des histoires. Moi, à la base, je suis plutôt historienne. Il y a des grands groupes, on peut citer Essilor, je sais que ça n'est plus français, mais Xavier Fontanet est inspirant sur le sujet et à écouter, ou Bouygues, par exemple, où il y a eu des ouvriers qui, après 20 ans d'actionnariat salarié, ont obtenu des sommes qui ont permis d'acheter et d'acquérir un patrimoine. Et donc, je crois qu'il y a les 3 outils et que les 3 sont encore à améliorer. Olivia Grégoire, donc secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, était notre invitée sur Bismart.